Bonjour à tous, nous allons aborder l'intérêt et la prescription de l'aliment UD chez le chien qui présente une hyperuricosurie. Alors avant toute chose, nous allons revenir sur la définition et la pathogénie de ce syndrome chez le chien. Nous allons rappeler également les différentes méthodes diagnostiques qui permettent de confirmer une hyperuricosurie chez un chien. Et à l'aide d'un cas clinique, nous allons revenir sur une prise en charge pratique d'un syndrome d'hyperuricosurie aboutissant à la production de calculs d'urate d'ammonium chez un dalmatien. Alors tout d'abord, revenons à la définition et à la pathogénie de l'hyperuricosurie chez le chien. Il faut tout d'abord envisager de comprendre le métabolisme global des bases puriques. Ce métabolisme, lorsqu'il est altéré, aboutit in fine à un excès d'excrétion urinaire d'acide urique. L'ensemble de ces réactions enzymatiques a une base hépatocytaire. Les bases puriques, l'adénosine et la guanosine, sont dégradées en un métabolite commun, l'acide inosinique, qui lui-même est dégradé en hypoxanthine. À l'aide de la xanthine oxydase, cette hypoxanthine est quant à elle catabolisée respectivement en xanthine et en acide urique, qui n'est pas soluble. Dans tout organisme classique, normalement, l'uricase dégrade l'acide urique en allantoïne qui elle est soluble et éliminée par les voies urinaires, tandis qu'en présence d'une anomalie, cette réaction n'a pas lieu. Premièrement, toute insuffisance hépatique aboutit à l'absence de la dernière réaction. Par ailleurs, tout dysfonctionnement des transporteurs hépatocytaires ou tubulaires rénaux aboutit également à l'accumulation délétère d'acide urique. Et enfin, une mutation génétique faux-sens du gène SLC2A9 implique un défaut de synthèse de l'uricase qui n'est pas fonctionnel et qui a les mêmes effets. La transmission de cette mutation est autosomale récessive. Les causes d'altération du métabolisme des purines sont multiples. Elles incluent l'échinte hépatique, les maladies hépatiques subterminales telles que la fibrose ou la cirrhose en fin d'évolution, toute maladie aboutissant à un catabolisme défectueux de l'ammoniac en urée, et un syndrome nommé l'hyperammoniurie. Par ailleurs, certaines infections urinaires à germes spécifiques possédant une uréase, telles que Corynebacterium urealyticum, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis et Serratia marcescens, peuvent aboutir en une hyperuricosurie. Il existe initialement 3 races surreprésentées, que sont le dalmatien, le bulldog anglais et le terrier noir russe. D'autres races sont également représentées et l'épidémiologie n'a de cesse d'évoluer au fur et à mesure que des nouveautés sont décrites chez des races initialement non rapportées. La fréquence d'observation de cette anomalie est relativement modeste chez le chien, avec 5 à 6% d'individus des races surreprésentées présentant des signes cliniques. Chez le chat, cette fréquence est encore plus faible et l'affection est anecdotique. En règle générale, les jeunes adultes de races mutées présentent les signes cliniques et les mâles en présentent plus fréquemment que les femelles, probablement en lien avec l'étroitesse de leur voie urinaire. Les signes cliniques sont rencontrés dans seulement 25% des cas et sont peu spécifiques. Ils associent une dysurie, une strangurie, une polacyurie et une hématurie. Abordons maintenant la démarche diagnostique lors d'urolithe d'urate d'ammonium chez le chien. Tout d'abord, un élément incontournable de l'évaluation, c'est l'évaluation biologique et l'évaluation urinaire. L'analyse urinaire révélera une acidurie et une cristallurie qui est en général peu spécifique. On visualisera effectivement des cristaux d'urate tels qu'ils sont présentés sur cette diapositive. Il est très important de recourir à un bilan fonctionnel hépatique associant l'évaluation de l'albumine, l'urée, la glycémie, les acides biliaires à jeun et en période postprandiale, l'ammoniémie et éventuellement les temps de coagulation si on y est invité. Ce bilan fonctionnel hépatique nous permettra d'exclure toute hépatopathie sous-jacente et soit d'incriminer une mutation génétique, soit d'envisager une autre origine à cette hyperuricosurie, notamment les infections urinaires rares. Au regard des méthodes d'imagerie médicale, c'est essentiellement l'échographie abdominale qui va être d'une grande aide, tout simplement parce que celle-ci va nous permettre de mettre en évidence des calculs et visualiser leur localisation, le haut appareil urinaire, la vessie, voire l'urètre. A l'inverse, la radiographie abdominale est d'une aide limitée, tout simplement parce que la plupart des calculs d'urate d'ammonium sont radiotransparents et que l'on ne les visualisera pas sur un chien de grand gabarit.
Une fois un calcul urinaire identifié et retiré chirurgicalement, nous pouvons l'envoyer en analyse spectrométrique infrarouge et le centre de référence mondial, le Minnesota Urology Center, travaille en partenariat avec ILS de manière à confirmer l'origine d'un calcul urinaire. Il est également possible d'effectuer un dépistage génétique de la mutation SLC2A9 auprès du laboratoire Antagen. La mutation testée est spécifique et enfin cette méthode est brevetée, donc validée. Abordons maintenant le cas de India, un chien dalmatien mâle entier de 6 ans qui présente une hyperuricosurie et des calculs d'urate d'ammonium. India est présenté avec une strangurie et une oligoanurie dans un contexte de semi-urgence ainsi qu'avec une azotémie post-rénale marquée, aboutissant à une dégradation clinique évidente. Son examen clinique révèle un abattement important, un inconfort viscéral et un sondage vésical vigile qui est initialement impossible. L'examen biologique révèle l'absence d'hyperkaliémie délétère et nous n'avons pour le moment, à l'admission, pas de critères en faveur d'un syndrome inflammatoire ou d'un sepsis en lien possiblement avec un foyer infectieux interne. Comme attendu, l'échographie abdominale révèle la présence de calculs en grande quantité dans la vessie et dans l'urètre, tandis que le reste de l'échographie abdominale évoque un foie de taille discrètement augmenté, à parenchyme homogène mais à tendance hyperéchogène. L'analyse cytologique du sédiment urinaire confirme la présence de cristaux d'urate d'ammonium. À ce stade, chez India, il faut envisager la possibilité de tester la présence ou l'absence de la mutation génétique impliquant le gène SLC2A9 et également la possibilité, à la faveur d'une prise en charge chirurgicale et du retrait des calculs, de biopsie hépatique dans le cadre du dépistage d'une éventuelle hépatopathie sous-jacente ou contemporaine. Par ailleurs, une culture bactériologique des urines est proposée afin d'écarter une possible infection urinaire pouvant compliquer le tableau clinique. Sa prise en charge associe une rétro-hydropropulsion associée à une cystotomie avec une cicatrisation sur sonde et la mise en place d'un protocole classique d'analgésie multimodale, morphine, lidocaïne, kétamine en infusion continue. Une antibiothérapie empirique est mise en place associant l'ampicine et sulbactam en attente des résultats d'analyse bactériologique des urines. Chez India, on envisage ensuite la prise en charge diététique, permettant de réduire le risque de récidive. Cette prise en charge diététique, lors d'hyperuricosurie, aurait même permis une dissolution des calculs. Le seul problème, c'est que chez ce chien mâle présenté en urgence avec une oligoanurie, l'obstruction subtotale des voies urinaires basses invitait à une intervention physique rapide, et la prise en charge diététique seule n'aurait pas été raisonnable. La prise en charge diététique permet de réduire le coefficient de sursaturation, c'est-à-dire l'indice de risque de cristallisation qui est variable pour chaque type de calcul. Si ce coefficient est inférieur à 1, nous parlons de sous-saturation et nous favorisons la dissolution. Si ce coefficient est proche de 1, on parle de saturation métastable et s'il est nettement supérieur à 1, nous parlons de supersaturation labile, favorisant la formation et l'agrégation des cristaux. La sursaturation de l'urine sera favorisée par l'association d'une augmentation d'excrétion des minéraux, d'une augmentation de la concentration urinaire, de la baisse de la solubilité des cristalloïdes et de la baisse des inhibiteurs de la cristallisation. À ce stade-là, l'alimentation choisie va agir sur l'ensemble de ces éléments. L'aliment UD présente les intérêts suivants. Premièrement, son apport en base purique est limité, entre 18 et 20%. Ensuite, les sources protéiques sont spécifiques. Il n'y a pas de source protéique animale, essentiellement des sources protéiques provenant des œufs, des produits laitiers, des plantes, légumineuses et oléagineuses. Cet aliment permet une alcalinisation des urines avec un pH ciblé entre 7 et 7,7 car il est enrichi en citrate de potassium, un agent qui réduit également l'hyperammoniurie. L'aliment UD permet également la dilution urinaire par restriction protéique, ce qui réduit la capacité de concentration du gradient médulaire, avec une densité urinaire ciblée chez le chien inférieure à 1,020. Par ailleurs, cet aliment est restreint en sodium, ce qui permet de prévenir des cardiomyopathies dilatées compte tenu du déficit protéique induit par l'alimentation. Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, obtenir une dissolution des calculs sous environ 3 mois et demi. Cela peut varier de 1 mois jusqu'à 18 mois. Et ensuite, essentiellement la prévention des récidives.
Les limites de cet aliment, c'est qu'il présente une efficacité pouvant être malheureusement limitée dans certains cas précis, notamment lors d'obstructions urétrales marquées chez les mâles qui nécessitent une intervention physique, comme ça a été le cas chez India. C'est donc un aliment qui peut être employé durant la phase de prise en charge post-opératoire pour éviter les récidives ou lorsque nous avons des calculs de petit calibre ou des calculs chez la femelle. Le récent consensus de l'ACVIM sur les urolites chez le chien aborde en partie l'intérêt de cette alimentation UD. Peu d'études sont disponibles, mais au sein du consensus, on retrouve une étude essentielle qui mentionne des chiens ayant reçu initialement l'alimentation UD, puis une alimentation classique. Chez ceux ayant reçu l'aliment UD, 50% ont récidivé, tandis que chez ceux ayant reçu l'alimentation classique, 87% ont récidivé. Au-delà de l'accompagnement diététique, c'est également un accompagnement médical qui peut être proposé lors de cas réfractaires. Cet accompagnement permet d'optimiser et de renforcer le protocole de soins. Il consiste en la prescription d'un inhibiteur de la xanthine oxydase, l'enzyme qui aboutit à la formation d'acide urique. On prescrit donc de l'allopurinol à des doses thérapeutiques plus faibles que celles que l'on emploie lors de leishmaniose chez le chien, et on est sûr préalablement d'avoir exclu toute anomalie hépatique. Le désagrément associé avec la prescription de ce type de traitement, c'est la sélection de calcul de xanthine, dans 11 à 13% des cas. Il faut donc néanmoins toujours suivre de près notre patient et dépister éventuellement une cristallurie de xanthine, voire la genèse de calcul. Dans tous les cas également, il faut prendre en charge l'affection causale sous-jacente s'il existe une hépatopathie, une infection urinaire à germe spécifique. En conclusion, précisons que l'hyperuricosurie est une affection rare, que quelques races sont surreprésentées telles que le dalmatien et le bulldog anglais, que la plupart du temps, cette maladie a un support génétique à transmission autosomale récessive, impliquant une mutation non-sens du gène SLC2A9, qu'une hépatopathie peut également être la cause d'une hyperuricosurie, et qu'enfin, lors de la prise en charge, il faudra envisager une dissolution diététique à l'aide de l'aliment UD, une dissolution médicale éventuellement, une intervention chirurgicale qui sera nécessaire dans les phases d'urgence ainsi que chez les chiens mâles, et que la diététique aura une importance majeure dans le cadre de la prévention des récidives et qu'elle pourra être associée également avec un traitement médical. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre cas clinique. Au revoir.